Voilà, on est là. On va vous présenter ce fameux film que Fabien s'est dépêché de faire. Il dit ce qu'il est. Il l'a fait rapidement, et il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Il s'est dépensé corps et âme pour arriver à faire ce film. Et aujourd'hui, on doit être, comment dire, bien content de ce film. Voilà. On fera comment dire, une petite tournée ensuite avec des questions-réponses. Hein, on le dit un petit peu peut-être. Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus, de vous êtes déplacés en masse. Moi, je connais pas ce lieu, donc très heureux qu'en peu de temps, finalement, ça a rassemblé du monde. Et en effet, c'est un outil, ce film, un outil d'échange, de débat, de partage. Donc, impatient de pouvoir échanger, débattre et partager avec vous après sa diffusion. Et puis très heureux qu'Aurélie soit là, parce que le but, c'est que moi je fais le médiateur entre la parole des soignants et un public que vous incarnez. Donc c'est important pour moi qu'à chaque fois il y ait des intervenants. Il y aura aussi Lison du syndicat Liberté Santé, qui représente les soignants de tous bords. C'est important de le dire, parce que c'est un film qui a pour vocation non pas de séparer, mais de rassembler. Donc merci à vous de vous être rassemblés ici contre le vent et contre la pluie. Et à dans 1h30. Merci. Bon film. Merci, un grand merci à vous d'être venu admirer ce travail. Et d'être resté. D'ailleurs, avant de partir, vous savez qu'on a une petite boîte là-bas pour ces soignants qui ont été suspendus, qui se sont retrouvés du jour au lendemain dehors. C'est aussi dur pour moi parce qu'en fait, quelque part, ça me rappelle des choses. Je me suis retrouvé dehors aussi, comme eux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je peux en parler. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que c'est que d'être dehors. Éjecté. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres domaines, pas dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de l'entrepreneurial, du monde entrepreneurial, les tribunaux de commerce, des choses comme ça. Dans le domaine du social, dans tous les domaines. Le système éducatif marche comme ça aussi. Du jour au lendemain, vous êtes plus bon à l'école. Ça commence comme ça la vie. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on a à débattre évidemment des soignants. On a un débat du système de la santé, mais aussi on a un débat d'un système social. Notre société. Qu'est-ce que c'est que notre société? Je crois que la grosse question, c'est celle-là. Et il est temps de s'appuyer. Louis Fouché en parle tout à l'heure. Ça s'arrête. Mais il y a quelque chose qui doit renaître. Et s'il y a quelque chose qui renaît, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous. Chacun dans son petit coin. Nous avons le devoir de, comme je dirais vulgairement, se bouger le cul. C'est ça en fait, se bouger le cul. Alors on essaye chacun dans son petit domaine de le faire. Fabien le fait avec Exuvie. Et voilà, ça s'est monté petit à petit, si je me souviens bien. Hein. Voilà, il fallait faire quelque chose. Donc Fabien a fait une maison d'édition qui s'appelle Exuvie. Il publie des livres, il publie des documentaires, voilà, comme vous avez aujourd'hui. Donc on a fait un petit stand là-bas où vous pourrez regarder un petit peu ce qui se fait. Et puis, voilà, chacun. Alors nous, on le fait ici, au réseau, par l'intermédiaire de petites conférences, par l'intermédiaire de petits débats, par l'intermédiaire de ciné-débats, ou même des choses autour du vin, où on a bien rigolé, on s'est bien amusé, on a appris énormément de choses. Parce que le vin, c'est aussi le dérèglement climatique. Ça veut dire quoi en Bourgogne? Voilà, il y a toujours des sujets qui sont hyper intéressants à regarder. Et puis, si vous êtes inscrit à notre association, vous allez recevoir tous les mois un programme. Puis comme ça, vous pourrez choisir. Venir, bien sûr, participer, toujours participer. Et si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas. Vous prenez notre place, vous venez là, hop, c'est parti. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça qu'on a tous commencé. Miki, tu as commencé comme ça, Alan a commencé comme ça, et tous, voilà. On s'amuse bien entre nous, parce qu'on crée.
On essaye de créer, on essaye de faire bouger les choses, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire bouger le cadre. Et c'est en faisant bouger le cadre qu'on arrivera à créer un autre monde. Alors, s'il vous plaît, arrêtons les petits clochers, les petites bagarres de clochers, les petits ceci, les petits cela. Oui, il fait ceci, oui, il fait cela, celui-là, il fait ceci, puis celle-ci, elle a dit ça, et ainsi de suite. Bon, c'est pas trop notre chapelle, tout ça. Ceci étant, maintenant la parole est à vous. Et puis, Fabien et Aurélie attendent vos questions, bien sûr, et vos remarques. À qui le micro ? Oui. Et puis, donc, ce micro va se promener gentiment. Alors, tout le monde est muet ? Oh non. À moi l'honneur, mais j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc je vais pas être très très efficace. Effectivement, un travail intéressant de collecte d'expériences à nous faire partager. Moi, je suis pas dans le monde du soignant, je suis dans la 3e catégorie, ingénieur. Je me pose beaucoup de questions aussi sur comment prendre en compte un nouveau monde qui évolue. Je vois pas trop dans quel sens aller, mais je serais intéressé par rapport à votre expérience, madame, de changement. Alors, je ne sais pas si le changement a été fait pendant ou après l'exclusion, la suspension entre sage-femme et homéopathe. Donc, comment vous en êtes arrivé et comment vous avez fait cette transition, en fait? Alors, j'ai fait une école d'homéopathie en 2013, en fait. J'ai terminé mon école d'homéo. Donc, j'avais des consultations d'homéopathie à l'hôpital. Voilà. J'avais toujours eu envie de faire que de l'homéo. Mais j'avais peur de sortir du cadre, de m'installer, de monter mon entreprise, quoi. Alors, cette crise Covid, moi, elle est venue me dire, voilà, c'est le moment. Quitte l'hôpital. Va faire ce que tu as envie de faire. J'avais très, très envie de faire ça. Ça m'a poussée, quoi. Et c'était une bonne chose pour moi. Parce que là, je pense que je serai en burn-out à cette heure-ci à l'hôpital. Avec la certification, avec tous les arrêts maladie, parce que je suis toujours en lien avec mes collègues, quand même. Avec celles qui démissionnent à cette heure-ci. Les sages-femmes, il en manque beaucoup. beaucoup. C'est une des professions qui manque le plus en ce moment à l'hôpital. Donc, j'ai réalisé quelque part peut-être un rêve, ce que j'avais envie de faire. Voilà. Donc c'était facile parce que j'avais déjà un autre diplôme. Je reconnais. Voilà. Ok, voilà, c'est tout. Alors, qui se lance ? Ah, excusez-moi, donc voilà. Ah, pardon. Voilà, merci Fabien et les intervenants du film. Moi, j'ai été extrêmement touchée. Et je voulais savoir, dans les témoignages qu'on a vus et entendus, j'ai entendu de la souffrance, j'ai entendu de la peine, j'ai entendu de la tristesse, et puis de l'analyse aussi et de l'espérance, comme il l'a dit plusieurs fois. Et je me suis demandé s'il y avait eu de la colère. J'imagine que oui, à certains moments donnés du processus d'éviction, de suspension, etc. Et voilà, ça m'a presque manqué parce que moi, j'ai encore de la colère vis-à-vis de ça et je sais que c'est pas porteur, la colère. Enfin, peut-être temporairement, on va dire. Mais de réécouter tout ça, ça me fait ressentir de la colère vis-à-vis de cette bêtise et de cette méchanceté globale. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai eu de la colère parce que depuis le début, quand même, je m'y préparais, quoi. Depuis le début de la crise Covid, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Donc, on voyait vraiment venir l'obligation vaccinale. Donc, je me vois en février avec... il y aura une décision à prendre.
Donc la colère, ça va rien apporter. C'est ce que vous dites. Hein. Donc je n'ai pas eu le sentiment d'être passée par là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut en sortir de positif? Et puis, qu'est-ce qu'on peut créer? Voilà. C'est ça qui fait avancer. Voilà. Si le documentaire avait été réalisé l'été dernier, j'aurais pu y mettre de la colère, de l'injustice, parce que c'était à chaud, c'était à vif. Et c'est ce qui aurait sans doute été mobilisateur pour le grand public, au moins chez les soignants, pour que ne soit pas appliqué ce qui avait été décidé le 12 juillet. À partir du moment où j'ai commencé à vouloir vraiment tourner le documentaire, donc c'est-à-dire mi-janvier, 4 mois s'étaient passés, au final, depuis la suspension. Donc, comme tu le dis, il y a encore des gens dans la colère, il y a encore des gens dans l'amertume, dans la sidération. Et justement, le but de ce documentaire, c'est aussi pour ça, pour que ça soit libérateur, que ça participe à transmuter, que ça soit un outil, modestement, entre guillemets, thérapeutique, avec plein d'autres choses qui peuvent exister dans le paysage pour les soignants. Et donc, ce qui m'a tenu à cœur, c'est à la fois dans le champ d'expression des soignants que j'avais choisi d'interviewer, des gens qui avaient dépassé le stade de la colère, de la rancœur, de la volonté de vengeance, et qui étaient déjà en projection plus ou moins définie, comme l'est Aurélie vis-à-vis de l'homéopathie, par exemple, et qui avait déjà un pied dans l'autre monde, parce que le sous-titre, c'est des soignants entre deux mondes. Et c'est justement d'aider les soignants encore à l'hôpital, pour qui c'est très dur, comme disait Aurélie, ou qui sont encore dans un état émotionnel instable ou douloureux et qui n'arrivent pas à entrevoir quelque chose de positif. Donc je voulais donner à voir quelque chose de beau. Bien sûr, le constat de réalité implacable qui est décrit la première partie du film, et la bascule qui se fait avec Louis, où il argumente longuement et où on comprend que c'est quelque chose de systémique. Et là, en fait, il n'y a plus de colère, il y a juste le constat de dire, ouais, c'est programmé, donc c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? On essaye de faire quelque chose de beau, et puis on se met en mouvement. Et donc, le mouvement de ces 7 personnes dynamique et positif, je voulais qu'on ressorte avec ça, d'où le fait que la chanson de Barueco, Hope, espoir, les mots d'espérance ressortent. C'est ça que je voulais mettre en avant. C'est avec ça que je voulais que le spectateur ressorte, et c'est avec ça que je voulais que le soignant, pour qui c'est encore très douloureux, reparte de la projection pour au moins laisser cette possibilité de futur positif. Il y a beaucoup de soignants qui me témoignent qui pleurent beaucoup, que ce soit des soignants suspendus ou non d'ailleurs, parce que lorsque Louis ou Aurélie ou Carole de mémoire témoignent que c'est très dur de soigner à l'hôpital, qu'on est dans des conditions de ne pas pouvoir faire son travail. Quand on est au niveau européen, l'avant-dernier pays, juste devant la Roumanie, je crois, à payer ses médecins généralistes, c'est un constat douloureux. En fait, il faut le faire, mais il faut arriver à projeter vers quelque chose d'autre. Donc, moi aussi, c'est un sentiment au début de colère, d'amertume et de honte qui a animé la volonté de faire ce documentaire. Mais je savais que les gens avec qui j'allais échanger à l'intérieur du documentaire pour propulser du contenu vers l'extérieur allaient être sur la même ligne que moi. Quand bien même tous ont vécu des choses très douloureuses et vivent encore actuellement des choses douloureuses. Je peux le témoigner parce que Louis l'a partagé publiquement. Lorsqu'on a son compte bancaire qui est fermé et saisi pour ponctionner de l'argent, alors que Carole a continué de travailler au 9 octobre et on lui a saisi le trop versé avec 18 000 guillemets de chaque côté entre le 15 septembre et le 9 octobre. Là, on a toutes les raisons d'être en colère, de crier à l'injustice et d'arriver à l'exprimer sobrement, avec le rire jaune parfois, mais ça témoigne d'une distance qui est, je pense, inspirante pour ceux qui restent encore dans cette posture de sidération, et il y en a beaucoup, donc évidemment le film est fait pour cela, comme un outil possible de transmutation.
Alors, qui se lance? Faites un peu courir Michel à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'ai un peu l'impression de faire l'essuie-glace, c'est ça, hein? Voilà, d'abord exprimer ma gratitude pour la beauté de ces témoignages, de la sensibilité voilà, dont vous nous témoignez à travers votre façon voilà, d'être en relation avec ces belles personnes là, qu'on vient d'entendre. En tous les cas, ça m'a beaucoup touchée. Et ça fait du bien, vraiment, après toutes les étapes que j'ai traversées au fil de ces 2 ans. Alors, je suis en retraite. Pour ma part, j'ai renoncé à une activité de soignante. Hein. J'étais soignante. Et je continuais, après ma retraite, à donner quelque chose qui avait du sens, enfin, à le donner de façon rémunérée. Et donc, j'ai choisi d'arrêter. Et puis, j'ai vécu aussi cette transition de réaménager quelque chose. Voilà, le sens n'est pas limité finalement à une activité précise. Et le sens, il continue à prendre son chemin d'autres façons quand on est obligé de passer des étapes. Et puis, j'ai une question, c'est de vous demander comment contribuer de quelque façon que ce soit au soutien, au soutien des soignants en l'occurrence, mais est-ce qu'il y a des canaux, des lieux, voilà, des choses qui sont déjà bien construites pour contribuer à soutenir? Alors ça peut être financièrement, mais ça peut être d'autres façons aussi. Alors, je pense qu'il doit y avoir un réseau ici de soutien aux soignants suspendus, parce que moi je suis de Lorraine, donc du coup je ne connais pas trop les réseaux ici. Il y a le syndicat Liberté Santé, dont Lison viendra vous parler tout à l'heure. Moi j'ai adhéré à ce syndicat, et puis ouais, voilà. Et on peut aider aussi les soignants via le syndicat Liberté Santé. Toutes les associations de soignants sont dedans. Et le syndicat œuvre pour soutenir les soignants, pour les aider au niveau de leur défense juridique, et puis aussi pour les aider, pour aider tous ceux qui veulent se reconvertir dans la reconversion. Parce qu'il y en a énormément qui nous disent « je ne retournerai pas à l'hôpital hein. ». Ils peuvent m'appeler, hein. C'est net, fini. Il y a cette réalité-là. Hein. Voilà. Alors en effet, le SLS, donc Syndicat Liberté Santé, vous pouvez taper sur un moteur de recherche. Justement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'ombre. Là, il y a des personnes qui ont l'habitude de témoigner publiquement, comme Grégory Pamarque, Éric Loridan, comme Louis Fouché. Carole l'accompagne aussi sur des conférences où elle intervient. Mais il y a énormément de personnes qui œuvrent pour structurer des solutions. Mais beaucoup, et je suis surpris à chaque fois que j'ai l'opportunité de me déplacer en France, de voir des groupes, des collectifs, des réseaux se faire. Et donc là, par exemple, ils ont été en Zoom avec le syndicat. Donc c'est vraiment d'arrache-pied que des choses se structurent en direction de projets positifs. Donc je vais te passer le micro. Lison, peut-être as-tu entendu la question? Donc voilà, je sais que vous centralisez des cagnottes sur le site, qu'il y a d'autres choses. J'en profite pour parler du site qui a décliné du film, qui s'appelle soignant-suspendu.fr, donc soignant au pluriel, suspendu évidemment au pluriel, .fr, qui recense sur une page toutes les œuvres, les initiatives positives et les collectifs en direction des soignants suspendus. Donc le but, c'est que ça fasse un maillage, et d'où le fait que c'est très important et même indispensable que Lison ou toute personne qui puisse représenter le syndicat Liberté Santé soit présent lors de projections. Donc Lison, je te laisse détailler. Tu peux en profiter pour rappeler les raisons d'être du syndicat également. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais mettre debout parce que j'aime bien regarder les personnes dans les yeux et tourner comme ça. C'est mon habitude. J'ai entendu la question. Tout d'abord, je voudrais remercier Fabien, Aurélie et toutes les personnes qui ont participé au documentaire. Merci à toi pour cette
ce beau projet, cette initiative qui peut mettre en lumière les soignants suspendus et le déclin du système aussi. Et voilà, je vous invite à soutenir le projet de Fabien aussi financièrement, parce que c'est quelque chose qu'il a fait aussi de sa poche. Voilà, je le dis, parce que il a l'humilité de ne pas le dire, mais moi je me permets de le dire. Et voilà, ça nous donne l'opportunité, nous aussi en tant qu'association, et je vais présenter Nicolas aussi, et Syndicat Liberté, d'intervenir dans ce temps d'échange après le documentaire pour pouvoir au niveau local œuvrer, voilà, et soutenir encore les soignants qui sont dans cet espace de résistance. Pourquoi cet espace de résistance? Et je répondrai à la question de madame après. Cet espace de résistance, il s'est créé suite à l'obligation vaccinale. Le 13 juillet, il y a l'annonce. Le 14, nous avons déclenché les premières manifestations dans toute la France, et notamment à Dijon. On était un petit groupe, et je vois beaucoup de résistants de la première heure présents ici ce soir. Et vraiment, voilà, on se remercie les uns les autres d'avoir été là et d'être toujours là. On a commencé la première manifestation contre l'obligation vaccinale le 14 juillet, sous la pluie. Et tous les samedis et tous les week-ends, nous étions dans la rue à essayer justement de mettre en lumière cette loi qui a été créée par Madame Borne, Premier ministre aujourd'hui. Cette loi qui est unique en son genre, hein, c'est une nouveauté. On suspend des salariés, des libéraux, de tout salaire s'ils ne se contraignent pas à une obligation vaccinale. Voilà. Et on les suspend sans salaire. Ça veut dire qu'on ne laisse plus le choix à l'individu de disposer de son corps, de choisir si ce traitement est bon ou pas pour lui. Et nous pouvions émettre un doute à l'époque, puisque l'AMM n'est toujours pas validée. Voilà. Donc nous, soignants et professionnels de santé et professions connexes soumis à l'obligation vaccinale, nous qui sommes dans le système depuis des années et qui connaissons ce qui se passe dans le système, nous avons choisi de ne pas nous soumettre à cette obligation vaccinale parce que nous avions des doutes par rapport à ce produit. Voilà. Et on ne parle pas donc là de non-vax, anti-vax ou quoi que ce soit. On s'oppose surtout à cette loi, en fait. Et là, à ce moment-là, c'est se repositionner le débat et d'être dans le débat du droit. Nous souhaitons préserver notre droit de choisir ou non un traitement. D'autant plus quand l'AMM n'a pas été validée, nous choisissons de ne pas nous soumettre à cette loi avec un traitement dont l'AMM n'est pas validé. Donc suite à ça, le syndicat Liberté Santé a émergé très rapidement, puisqu'il s'est créé, on va dire, au mois d'août. Quelques personnes, quelques professionnels de santé souhaitaient vraiment mener une action d'aide envers les soignants, de créer un réseau d'avocats, de juristes pour nous accompagner dans la défense de nos droits. Et c'est là que le syndicat Liberté Santé s'est créé. Donc ce syndicat, il est tout nouveau, il a 9 mois. Voilà, 9 mois. Voilà, il est né là, ça y est, on a accouché. Voilà. Et donc très vite, on a créé un maillage dans toute la France, avec, comme le disait Fabien, des antennes locales. Donc les antennes locales, ce sont surtout des associations qui se sont créées un peu partout, avec des référents d'antennes locales, et après, là, le syndicat se déploie. Parallèlement à ça, on a créé des référents juridiques, voilà, dont Yasmina, qui n'a pas pu être présente ce soir, est référent juridique du 21, et je l'accompagne pour qu'on puisse répondre au niveau local, aux personnes syndiquées au niveau local, répondre à leurs questions juridiques, les aider dans des recours et les aider aussi financièrement via les associations. Et je présente Nicolas, ici présent ce soir, et je réponds à la question en même temps de madame. Voilà, Nicolas, si tu veux bien te joindre à nous et présenter l'association des soignants suspendus et dire quand est-ce qu'elle a été créée, et avec tous les résistants de la première heure qui sont ici présents et ceux qui ne le sont pas, que je remercie personnellement. Merci Lison. Donc, en effet, il y a une association de soutien au personnel suspendu qui s'est créée
le 6 décembre 2021. Donc, on met en place différentes actions, comme de l'aide alimentaire, comme de la collecte de vêtements, de collectes diverses. On a aussi des espaces de parole qui sont animés par Catherine, qui parle là, et Robert. J'ai du mal à la voir. Donc des espaces de parole pour se faire du bien, enfin pour lâcher un peu voilà, faire face à la sidération. Et puis aussi on avait le besoin local. Cette association, elle est née d'un besoin local qui était de pouvoir gérer de l'argent pour pouvoir le redistribuer. Donc voilà, ça me fait penser que si vous voulez faire un chèque, un soutien aux soignants via l'association, ben, vous pouvez, voilà, c'est soutien au personnel suspendu. Voilà. Tu vas pouvoir être sollicité tout à l'heure, je pense que des personnes vont venir vers toi. Oui, mais n'hésitez pas, moi je suis là jusqu'à la fin de la soirée. Et puis les soignants qui sont là, n'hésitez pas à venir. Je vous ai peut-être pas tous vus, mais voilà, on a des petits bons cadeaux à vous donner. Donc, comme je suis arrivé un petit peu enfin, vous étiez déjà rentrés, donc je ne vous ai pas tous vus. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Si vous avez des questions, je peux vous y répondre aussi. Merci. Et donc, Nicolas a sollicité aussi le syndicat Liberté Santé pour accompagner au financement de recours, puisque quand l'obligation vaccinale donc, a touché et a suspendu certains soignants se sont mis dans des recours administratifs et prud'homales. Donc, ils n'avaient pas les moyens, même parce que parfois, on ne peut pas avoir l'aide juridique, les avocats ne prennent pas l'aide juridique, voilà, les RCP ne financent pas non plus les frais d'avocat. Donc, le syndicat est venu aussi financer des recours et est venu aussi apporter de l'aide financière grâce aux dons qui sont faits. Nous avons beaucoup de donateurs au syndicat et les dons sont exclusivement reversés à tous les soignants pour des aides de survie. Hein. Voilà. Donc on a aussi pu verser et aider quelques soignants au niveau du 21 via l'association des soignants suspendus. Voilà. Et ça se fait dans toute la France. Il y a un réseau national qui se fait dans de nombreux départements et régions. Je vais juste en profiter, là, avant de vous donner les raisons d'être, je prends un peu de temps, parce que c'est important. Il y a énormément de personnes bénévoles, dont je fais partie aussi, qui travaillent au sein du syndicat tous les jours, du lundi au dimanche. Et nous sommes dans une action permanente de trouver des voies pour sortir de cette obligation vaccinale et surtout faire reconnaître les droits, maintenant, des salariés plus que des libéraux, parce que là, on sait qu'on a un angle d'attaque, reconnaître les droits. Ce sont des personnes qui ont cotisé. C'est des personnes qui sont privées de tous leurs droits aujourd'hui. Donc là, on est sur cet angle d'attaque en ce moment avec des avocats. On travaille sur ça, vraiment. Et on voit bien qu'au niveau des prud'hommes, il y a beaucoup plus voilà, de possibilités d'être reconnu et d'être réintégré, même parfois. Donc je vais vous lire la charte, parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est aussi porteur pour le système de soins, vers la transition, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de soignants qui ont été dans un système maltraitant avant l'obligation vaccinale et qui est encore plus maltraitant aujourd'hui. Et vous et nous tous qui sommes des usagers du soin, il est temps qu'on prenne conscience de ce qui se passe et qu'on se donne la main et qu'on se soutienne. Donc, je vais vous lire le manifeste du SLS. Donc, nous, professionnels de santé, ne pouvons rester insensibles à l'agression de notre système de soins, particulièrement violente depuis 1 an et demi. Nous ne pouvons accepter la défiguration du secret médical, du libre consentement aux soins et de l'indépendance professionnelle. En réaction et pour la défense de l'ensemble des professionnels de santé et professions connexes, nous avons acté la création du SLS, Syndicat Liberté Santé. La liberté que nous défendons est une liberté altruiste.
celle de la recherche commune d'une société plus équitable, qui prenne en compte la richesse des compétences que chacun peut apporter avec son individualité, dans la limite de ce qui lui semble admissible de donner et dans l'intérêt de la société. Le syndicat Liberté Santé défendra toujours avec zèle l'exercice de la liberté d'expression quand il s'agit de rapporter la vérité du terrain et d'assurer la qualité du soin. Nous affirmons qu'aucun individu, ni aucun groupe d'individus, pas même l'État, n'a le droit de disposer du corps des professionnels, membres, ni d'aucune personne. La liberté que nous défendons est celle qui n'enfreint jamais la dignité humaine. La santé que nous défendons est au sens noble l'état de complet bien-être physique, mental et social, et non seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Dans la crise provoquée par la gestion de cette épidémie et au-delà, le syndicat Liberté Santé a pour but de défendre la qualité des soins, la liberté de prescription, le libre arbitre de tous ses membres afin d'apporter la réponse la plus adaptée à chaque patient en fonction de la situation sanitaire individuelle et globale, tenant compte de l'état actuel des données cliniques et scientifiques indépendantes et exemptes de tout conflit d'intérêts. Nous affirmons que chaque professionnel contribue par ses compétences, son expérience, son humanité et son engagement à la réussite de notre système de santé. Nous défendons la diversité des compétences professionnelles de chacun, des acteurs du soin, afin d'assurer la valeur absolue du libre choix du patient et du soignant, au-delà des recommandations opposables, garantissant ainsi la prévalence de la singularité sanitaire et excluant toute protocolisation systématique. Le syndicat exclut toute violence, sous quelque forme que ce soit, dans notre société, dans nos structures, nos groupes, nos équipes, nos hôpitaux, nos brigades. Nous promettons de contribuer à la construction d'une société plus équitable, riche de ses individualités, dans la paix, la prudence, la communication loyale, l'écoute attentive, la discussion, et en ne nous laissant pas acheter à des fins opposées à nos valeurs, mais restant ouverts à des contributions bienveillantes, madame. Et je finirai, merci, par les raisons d'être. Donc les raisons d'être, les missions du syndicat sont défendre la liberté de soigner et d'être soigné sans discrimination, accompagner ses adhérents sur le plan moral, juridique, grâce aux avocats et juristes partenaires, financier, pour soulager les pertes de revenus et participer aux frais juridiques grâce à la caisse de solidarité, pour faciliter la réintégration à leur poste ou les guider dans une transition, elle va être difficile, mais on va y arriver, voire réorientation professionnelle. Mettre en lien les adhérents localement pour réaliser ensemble un travail collectif en adéquation avec les besoins, assurer la représentation diplomatique auprès des institutions, réfléchir à la restructuration des réseaux de soins d'aujourd'hui et de demain. Merci. Merci à vous et puis tous ensemble, soyons forts. Voilà. Merci. Excusez-moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le sujet, mais le docteur Fouché disait tout à l'heure dans le film qu'il lui paraissait que des décisions de destruction avaient été prises, et en particulier par l'imposition de procédures systématiques au lieu de faire confiance aux connaissances médicales des médecins. Alors moi, je ne suis pas médecin, je suis chercheur en physiologie au CNRS. Et je peux vous dire que dans la recherche, c'est pareil. C'est-à-dire que toute l'évolution des 30 dernières années, surtout l'évolution, il faut bien dire, budgétaire et aussi dans le choix, dans la sélection des projets, tout semble, alors je ne dis pas que ce soit comme ça, mais tout semble avoir été fait pour simplement détruire le système, faire en sorte qu'on ne puisse plus faire de recherche. C'est tout à fait extraordinaire. Mais avant, c'était CNRS qui décidait de son budget. Il y avait des discussions entre les chercheurs et la direction. On avait des voies de recours. Maintenant, tout passe par des procédures. En général, tout est en anglais. Ça part
dans des circuits d'évaluation que nous ne connaissons pas. Nous ne savons même pas le nom des gens qui regardent nos dossiers. Quand on reçoit une réponse, c'est votre projet est intéressant, toutefois il ne sera pas financé. Et les procédures qui sont suivies, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais ça fait qu'on ne peut plus faire une recherche originale. Parce que, ne fût-ce que parce que maintenant, la plus grande partie du budget passe par l'Union européenne, qui est une catastrophe, bien évidemment. Et il faut réunir un laboratoire finlandais avec un sicilien, un portugais. Et il y a toujours, naturellement, des Anglais qui sont là pour pomper la plus grande partie. Et le résultat, c'est qu'évidemment, quand on met 5 laboratoires ensemble, eh bien, on ne peut travailler que sur un sujet à l'intersection des connaissances des 5, c'est-à-dire que toute recherche originale indépendante est impossible. Donc tout le système est totalement bloqué. Et alors bon, nous n'avons pas, nous, chercheurs, une vie trépidante et difficile comme les hospitaliers. Mais c'est très déprimant. Enfin, on passe sa vie à ne rien faire. On n'a plus de résultats. On ne peut plus... On passe son temps à soulever des montagnes qui nous tombent sur les orteils. Enfin, ça n'a plus de sens. Et alors, j'abrège, hein. J'ai des amis qui ont passé toute leur vie à faire de la biologie moléculaire, de la parasitologie, etc. Ils m'ont traité de tous les noms parce que je ne voulais pas me faire vacciner. C'est-à-dire que plus les gens sont instruits, plus ils sont dociles. Et ça, c'est vraiment très, très inquiétant pour l'avenir. Merci. Alors c'est moi qui te remercie d'être intervenu et je ne pense pas que tu sois à côté ni de manière périphérique au propos du film parce que c'est exactement ce que j'ai voulu mettre dedans. Et évidemment, si j'ai économisé entre guillemets le propos de Louis dans la première partie du documentaire, c'était pour le garder avec une longue plage de discours qui permet de décrire ce que tu viens de présenter comme témoignage. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai demandé à Carole, sa femme, d'être dans le documentaire. Parce qu'elle m'a posé la question, mais pourquoi tu me demandes? Elle a une double casquette. Et elle a une casquette d'enseignante et de chercheuse. Et plusieurs fois, j'ai parlé avec elle et ça va te parler, du fait qu'on donne de l'argent à la recherche appliquée, mais plus à la recherche fondamentale. Et donc la recherche fondamentale, c'est la vraie créativité. La recherche appliquée, c'est tout de suite, il faut qu'il y ait une application à cette recherche. En gros, pour faire simple, il faut qu'il y ait du business. Quel est le business model que peut générer le fruit de cette recherche? En fait, qui est déjà conditionné par un résultat potentiel. Je pense que vous avez bien compris le business model quand une entreprise arrive à faire 47 milliards de bénéfices en 6 mois. C'est le cas de Pfizer. Hein. Voilà, l'industrie pharmaceutique arrive à faire un taux de marge de 15-20%. Là où l'industrie en général est à moins de 5%. Ça vous laisse imaginer un petit peu ce qu'est la recherche dans ce milieu-là. C'est-à-dire que guérir n'est pas important, c'est proposer une optimisation financière sur un problème mondial, que ce soit l'arthrose, le diabète, la syphilis, on s'en fout. Et donc dans ce que tu dis, évidemment, il y a toute cette notion d'instance supranationale où le chercheur est prolétarisé. Et ce qui est important, ce qui rejoint ce que dit Louis, mais qu'il n'a pas développé dedans, quand il dit ce sont les abrutis, ce sont les plus diplômés. Un chercheur, il a 2 opportunités, c'est être au contact du réel ou être dans son cerveau. Et donc, quand on est très intellectuel, très intellectualisant, je dirais, on va être dans le langage, dans l'univers du langage. On va moins être dans le concret, dans la matière. Et moi, je m'estime être... je suis très fier de mes racines, extrêmement fier, qui sont paysannes et ouvrières. Et donc, c'est un milieu qui a pour lui le bon sens. Les gens de bon sens, on ne leur fait pas mordre à n'importe quoi. Quand vous allez dans des magasins de bricolage, dans des magasins de travaux localement, vous verrez des attitudes différentes de personnes
CSP++, qui occupent des postes intellectuels. Parce qu'il y en a un qui va observer, qui va éprouver la matière, et l'autre qui va la conceptualiser. Et dans le concept, on peut décortiquer tout et son contraire. Et donc, vu qu'on a donné des os à ronger en disant tel spécialiste dit que, tel autre spécialiste dit que, mais telle autre étude dit que, en fait, on ne veut rien dire et on n'est plus dans le réel. Et donc, si la recherche commence à se détacher du concret, et si en plus on la met dans un imbroglio administrativo-technique, au final, elle n'existe plus parce qu'elle ne peut plus exister ni dans le réel, ni dans la substance d'échange entre chercheurs. Quand bien même il y a des super réseaux avec de la fibre pour s'échanger des gigaoctets de données. Donc des donuts pour la 8. Et donc je pense que tu tapes dans le mille et c'est une vraie réflexion, ce qui conduit aussi au constat de beaucoup de désengagement de personnes dans la politique où on voit des éléments de langage plus que du concret. On n'est plus dans le concret, on n'est plus dans le bon sens, on est dans le concept et sur des faux problèmes. Et là, en basant ce film sur le témoignage, on n'est plus dans le décortiquage de données et de data. On s'en fout. On est dans le vécu réel, concret. On est en proximité immédiate. On a le regard de l'autre qui nous dit « je souffre, j'ai mal, j'éprouve, j'espère, je réalise, je concrétise ». Ça, c'est du concret. La vie, c'est du concret. Tout le reste, les données, les courbes, les algorithmes, c'est rien. Un humain qui souffre, ça nous met en empathie. Un humain qui a de la joie, ça nous met en harmonie pour pouvoir nous aussi et vouloir nous aussi être dans la joie. Et si on vous propose des propos lénifiants, déprimants, abscons, vides de sens, eh bien vous ne trouverez plus de sens à cette crise. Et puis on dira, on va laisser ça aux spécialistes. Ils ont l'air de s'y connaître, mais en fait, ils utilisent des éléments de langage qui n'ont aucune prise sur le réel, d'où l'importance, pour moi, fondamentale d'être en lien direct localement, de sortir de chez soi et d'éprouver la matière, fût-elle désagréable au départ, mais c'est magnifique. Et donc, pour finir, parce que évidemment, cette cause des soignants suspendus, elle n'est pas débattue dans les médias. Pourquoi ? Parce que si on entendait les soignants, et même les soignants encore à l'hôpital, qui, je le rappelle, il y a 2 ans, c'est pour ça que j'ai fait le rappel au début, se faisaient matraquer et gazer dans la rue pour demander des moyens pour qui ? Pour nous, pour qu'on puisse se faire soigner dignement. Si on entendait cette cause-là, ça briserait le narratif hors sol, parce qu'on reviendrait dans le réel. On ne serait plus dans « je ne veux plus, madame l'infirmière, que vous rejoigniez notre immeuble, notre cage d'escalier parce que vous allez nous contaminer ». Je verrais un soignant qui doit aller au resto du cœur. Je verrais un soignant qui doit faire venir l'huissier. Enfin non, il ne demande pas, il ne convoque pas l'huissier. L'huissier vient. Ou alors, comme c'est le cas il y a quelques jours, où on m'a rapporté qu'une soignante suspendue, seule avec son enfant de 9 ans, s'est suicidée par rapport à la détresse sociale dans laquelle il vit. C'est ça, hein. Ce qu'on reçoit, nous qui prenons position publiquement, ce sont des appels à l'aide et des messages de désespoir dans nos boîtes mail. C'est ça qui se passe. La réalité, c'est ça. C'est pas chez Libération, chez Le Monde, ou c'est pas là qu'on reçoit ces témoignages. C'est ça qu'on reçoit. Ou des gens qui vous disent « je ne peux pas regarder le documentaire, je ne fais que pleurer », ou « j'ai pleuré d'un bout à l'autre du documentaire ». Quelle souffrance il peut y avoir derrière le fait de regarder 1h30 de documentaire et de pleurer pendant 1h30 ? Est-ce que c'est tolérable ? Est-ce que, comme disait Lison, est-ce que c'est tolérable qu'on ne laisse pas des gens disposer de leur corps et de leur dire « ce produit en phase expérimentale », il faut le rappeler, en phase expérimentale, avec une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, si tu ne la prends pas, tu seras moins digne d'avoir des droits qu'un criminel et qu'un pédophile. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et donc oui, quand on est dans l'élément du langage, quand on est dans le concept, on peut entendre ça. Quand on est dans le réel, dans le véridique, dans le sensible, dans l'humain, ça devient inaudible, inacceptable, intolérable, et personne ne voudrait supporter ça. Donc oui, tout est fait pour qu'on soit hors sol, que ce soit dans la recherche, dans l'immédiat ou n'importe où ailleurs. Et mettez-vous en lien et tout se brisera.
si vous êtes confiné avec les grands médias, des éléments de langage improbables vous apparaîtront et vous fermerez votre cœur. Et c'est normal. Et donc, ce film-là, c'est fait pour mettre en lien et échanger. Et si je me déplace pour les projections, c'est pour que des moments comme ceux-ci soient vécus. Sinon, on reste enfermé dans un univers de langage, fût-il connecté. Merci Fabien. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est une question de société aujourd'hui. C'est une question fondamentale. Évidemment, on parle de santé, évidemment, on parle du système social, mais on parle aussi de la position de l'ingénieur, de la position du professeur, de la position de toute institution dans notre société. Et on voit bien que, qu'on part d'un côté ou qu'on passe de l'autre, c'est exactement le même débat. C'est-à-dire que c'est le fond de la question, il est là. Donc, pour ça, comment devons-nous agir? Il faut rester dans l'action, évidemment, se regrouper pour arriver à trouver des solutions à tout ça. J'aimerais avoir le témoignage aussi de Viviane. Je me rapproche doucement de Viviane. Un petit pas pour ne pas la surprendre. Je te laisse le micro. Je ne sais pas quitter Viviane, mais tu as la pression là. Virginie, elle a fédéré, elle a réussi à rassembler, à fédérer, accompagner les soignants du 21. Elle est assistante sociale, elle va se présenter, elle va laisser parler son cœur parce qu'elle n'a pas prévu, mais ça paraissait important, avec tout ce qu'elle a porté depuis des mois, qu'elle puisse l'exprimer. Et si l'association existe, c'est grâce à Virginie aussi. Voilà. Alors, bon, je vais me lever pour que vous me voyez. Alors oui, moi je suis Virginie. Alors, effectivement, je suis très émue parce que j'étais déjà très touchée par le documentaire parce que c'est une magnifique analyse, un résumé un peu de ce qu'on vient de vivre sur les 12 derniers mois quasiment. Donc moi, oui, je suis Virginie. J'ai absolument rien prévu aujourd'hui. D'habitude, quand je sais que je vais parler, je prévois un truc et je le lis. Mais là, je n'ai pas prévu. Donc moi, j'ai été, mon dernier poste, j'étais conseillère conjugale et familiale dans un centre de planification au CHU de Dijon. C'était déjà une reconversion professionnelle très récente puisque j'étais assistante sociale avant au CHU. Voilà. Moi, je crois au service public, j'aime le service public pour l'accueil inconditionnel de tout le monde. J'ai été sidérée, comme beaucoup de personnes ici, à l'annonce du 12 juillet. Ça a vraiment marqué un tournant pour moi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas toute seule à ressentir ça. On est 7500 au CHU. Voilà, j'ai toujours eu à cœur de fédérer, de regrouper, de mettre en lien. Et là, je me suis dit, il faut que... C'est pas possible, je peux pas rester toute seule et je pense qu'on est plusieurs à ressentir la même chose. Voilà, donc j'ai commencé petit à petit autour de moi, mais c'était déjà compliqué, le sujet devenait déjà compliqué à aborder. Donc j'ai commencé avec mes collègues et après j'ai rencontré des personnes. Donc je suis allée en manifestation dès le 14 juillet et tous les samedis après. Et j'ai rencontré là aussi des personnels du CHU et j'ai commencé aussi grâce au syndicat CGT du CHU que je connaissais bien, qui m'orientait les quelques personnes qui les avaient contactées avec la même demande que moi en fait. Et j'ai organisé une première réunion fin juillet, on était 10. Et là j'ai sondé, on peut faire un groupe, tiens, WhatsApp, voilà, on a créé un groupe. Et en une semaine, donc je suis partie en vacances et en fait j'ai eu des demandes tous les jours, 2, 3, 4. On est passé à 30, 40, 50 et on a été jusqu'à à peu près 95, je crois, avec des demandes aussi extérieures de personnes isolées dans d'autres départements limitrophes, de libéraux, enfin toutes les personnes qui subissaient ces annonces.
J'avais pas de but précis au départ, si ce n'était de regrouper les gens en me disant à plusieurs, on est toujours plus fort, on a plus d'idées, on se soutient, voilà, c'est toujours plus simple. Et donc on a commencé à mettre des actions à partir de septembre, le 14 septembre. On a fait venir la presse, bon chez moi, hein. La presse, le France 3, le bien public. Et puis après on a organisé des choses, des manifestations pour informer la population. Et puis après diverses actions, les masques blancs. Moi, mon but, ça a vraiment toujours été de mettre en lien les gens, qu'ils ne soient plus isolés, et que ce groupe puisse créer d'autres groupes en fonction des affinités, que les personnes soient plus seules et que quand elles sont pas bien ou qu'elles ont une demande particulière, qu'elles puissent dans le réseau trouver quelqu'un. Voilà. Ça a été aussi de pouvoir mobiliser sur d'autres actions, d'autres groupes qui se sont créés dans le département. Voilà. Bon, après, j'oublie peut-être des choses. Après, ça a été aussi l'organisation effectivement des collectes alimentaires, hein, dès que les salaires ont plus été versés, puis d'organiser au mieux tout ça. Beaucoup de temps conviviaux. Moi, j'ai eu à cœur de faire, chez moi ou dans d'autres lieux, de réunir les personnes, de faire en sorte d'être attentif en tout cas à chacun. Quand je sentais que des personnes n'allaient pas bien, de les contacter, de faire en sorte qu'on n'en arrive pas à des extrêmes, enfin, ouais, comme vous venez d'expliquer. Voilà. Après, impossible nul n'est tenu, mais en tout cas, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Juste, je dirais un mot. Main dans la main depuis longtemps, et tous ces soignants ne sont pas là aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que tous, ils te gardent bien précieusement dans leur cœur, parce que comme tu dis, tu as pu créer du lien, tu as pu leur apporter des ressources. Voilà. Et aujourd'hui, merci aussi à toutes les personnes qui ne sont pas professionnelles de santé, dans le 21, qui sont aussi présentes ici, et qui ont soutenu les soignants suspendus, les professionnels suspendus. Merci à eux, pour ceux qui sont là. Je vois Mathilde, Robert, Catherine et plein d'autres. Michel, voilà, aussi, merci pour ce soir, pour mettre en lumière, en tout cas, les soignants suspendus. Merci à tous. Merci Virginie. Si j'ai organisé cette soirée ici, c'est bien sûr parce que quand on connaît Fabien, on y va, quoi. Hein. Et puis, le truc aussi, c'est que moi, ça fait, allez, on va dire 20 ans que je me bats, que je fais j'essaye de faire des petits gestes par-ci, par-là, et en fait, je suis très content de ce qui se passe. Je suis extrêmement content de ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de gens qui passent à côté de moi, puis qui disaient, c'est qui? Il fait quoi? Il pense comment? Et c'est ça la vraie problématique, c'est-à-dire sortir du cadre, regarder ce qui se passe autour de soi. Chacun doit le faire à son niveau, et ça, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes et toutes les secondes. On ne peut pas s'en sortir. Regardons, ensemble et séparément. C'est comme ça qu'on fera aussi du collectif. À vous la parole. Allez, quelqu'un de ce côté-là pour faire courir Michel. Une bonne âme, là. J'ai vu un doigt qui s'était levé là-bas. J'étais... C'est un sacré sprint que tu nous fais, Michel. Là, c'est... Ça va plus. Hein. Alors, on y va, là. Qui est-ce qui a une question, une remarque? Ah, il y a une question là-bas. Ah, ben voilà, évidemment. Fabien, t'es remarquable. Oh, il y a quelqu'un qui va se dévoiler. Je suis sûr qu'il y a une question d'une pertinence incroyable. Ouais. Elle reste bloquée là dans la glotte. Madame. Du micro-trottoir. Je me concentre, je regarde. Et moi, je mets la pression, t'as vu, d'un œil Vas-y, alors là, inquisiteur. Allez. C'est pas si simple. Qu'en penses-tu, Robert? Tout à fait comme toi.
Bon, bah alors vas-y. Allez, tiens. Allez, Robert. Allez, joue la vedette, Robert. C'est parti, toi, regarde. Allez. Joker. Non, Joker. Ah. Merci, monsieur. Enfin. Comment ça fonctionne? Bonsoir. Voilà, tout à fait. Ce que je voulais, bien entendu, je ne vais pas dire tout le bien que je pense du documentaire de Fabien, que je suis heureux de revoir. On s'est déjà croisés en d'autres moments. J'ai aussi apprécié la démarche syndicale. Alors, bien entendu, il y a tout le côté thérapeutique, soins, etc. pour les soignants. Mais dans la démarche syndicale, c'est de rapporter ça aussi sur le champ du droit. Parce que où on est vraiment très, très blessé au niveau du droit dans ce pays. Par exemple, si je vous expliquais la réforme de l'allocation chômage qui a été faite par Madame Borne en novembre, qui est passée comme une lettre à la... Enfin, c'est très, très mal passé d'ailleurs, parce que c'est passé plusieurs fois devant le Conseil constitutionnel, pas constitutionnel, mais l'autre, Conseil d'État. Ça a été retoqué 3 fois, c'est passé quand même. Et ça aussi, c'est d'une violence inouïe. Il y a vraiment, bien entendu, il y a les soignants, mais il y a les travailleurs. Il y a tous les mois au moins 20 000 personnes qui se retrouvent avec des droits supprimés. En plus, cette loi est complètement injuste. C'est-à-dire que les façons de calculer peuvent amener tout un tas de variantes. C'est vraiment quelque chose de terrible. Donc, c'est bien de ramener ça sur le droit, parce que notre démocratie et les droits fondamentaux, notre société quand même basée sur le travail, est vraiment bafouée. Bon, voilà, ça n'a pas tellement d'intérêt avec le... Je voulais aussi demander à Fabien qu'il nous dise un petit mot sur le choix de ce joli mot d'exuvie, nous raconter l'histoire et puis la définition de ce mot. Ça fera plaisir à tout le monde, et c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien pensé derrière tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai fait des études de lettres. Je voulais être journaliste. C'était mon intérêt. Pour différentes raisons, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et un jour, j'ai eu en moi, j'aurai une maison d'édition. Mais vous savez, des fois, comme on dit, un jour, j'irai gravir le Mont Blanc. C'est presque des vœux pieux. Et je n'étais pas destiné à ça. Parce que moi, je faisais des consultations en individuel, des conférences. Mon quotidien était très rempli. Et le premier documentaire que j'ai réalisé sur le jeûne, il y a 4 ans, je voulais le faire de manière le plus autonome possible, y compris dans sa distribution. Donc il fallait une raison sociale, commerciale pour pouvoir le diffuser et le mettre au cinéma. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais contacter un juriste et un avocat. Est-ce qu'il est possible... Alors, je vous raconte tout ça pour vous donner aussi l'envie de prendre des initiatives. Est-ce qu'il est possible de greffer à une maison d'édition de livres le statut de producteur et distributeur de films au cinéma? Donc, oui, c'est possible. Et j'avais déjà le nom de la maison d'édition en tête depuis bien des années, Exuvie. C'est un nom commun. Cela représente l'enveloppe que laisse un insecte après sa mue. Et donc c'est une étape de transformation, de mutation. Et moi, le mot qui me tient le plus à cœur dans cette métaphore, c'est la transfiguration. Pour différentes raisons, pas seulement religieuses. Et donc du coup, j'ai souhaité que cette maison d'édition soit une étape de transfiguration pour chaque personne qui pourrait la côtoyer. C'est-à-dire que quand on est marqué par quelque chose, par un livre par exemple, il va nous changer. On va évoluer. La preuve, c'est que des fois vous lisez un livre, quelques années après vous le relisez, et il est complètement différent à votre œil. Pour autant, pas une virgule ou pas un espace, fût-il insécable, n'a changé. Donc qu'est-ce qui a changé? C'est vous. Donc nous sommes en mutation permanente. Aujourd'hui, je lisais, je sais que tu aimes la langue allemande, je lisais Les Petits Platons, une collection qui m'a été recommandée par Mehdi Belhadj Kassem, que j'embrasse,
il le lit pour son fils, et donc je lisais Heidegger, et sur le rapport à la mort. Bon, c'est lui qui a choisi et voulait faire ça. Et donc il disait, on ne meurt pas puisqu'on change tout le temps. Ce qui me différencie d'une table, c'est que je suis en évolution permanente. C'est que cette table a un destin fini. Elle est table, elle restera table, tandis que moi, je suis en définition permanente. Donc, chaque jour, j'ai l'opportunité de produire une exuvie. J'ai l'opportunité de me libérer de moi-même et de laisser une enveloppe de moi-même quelque part. Et quand je suis au contact de quelque chose qui participe à me transformer, bien entendu positivement, je suis en mutation, en évolution. Et donc, quand je suis mu par la volonté et le besoin de transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est que j'ai été confronté à quelque chose qui m'a changé. En l'occurrence, on va prendre l'exemple de ce film. Les éléments déclenchants, c'est bien sûr la proximité avec Carole et Louis, mais surtout un échange téléphonique avec Éric Loridan. Donc, il a fait naître en moi ce désir de création, qui est une exuvie, c'est-à-dire c'est le résultat fini, une enveloppe de mutation, de mon état. C'est-à-dire que j'ai évolué grâce à ce projet, grâce aux rencontres que j'ai faites, et vous, que vous le vouliez ou non, vous êtes désormais influencé par ça. Donc vous allez faire naître une autre exuvie. Et peut-être allez-vous créer des choses, comme la personne posait, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc on est en mutation permanente. Et ce deuil social qu'on doit faire, on laisse une exuvie historique, sociale, anthropologique, et on évolue et on va vers l'avant. Le destin qu'on va avoir, c'est lequel ? C'est celui qu'on va décider collectivement et individuellement, pas plus qu'autre chose. Donc le terme d'exuvie, pour moi, il est extrêmement fort parce qu'il repositionne l'élément central de l'existence, c'est-à-dire nous sommes nés et nous existons spirituellement dans des entités corporelles, physiques, qui sont des vaisseaux de réalisation. Et donc, c'est ce que j'ai mis dans ce documentaire, beaucoup de foi, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'espérance. Et certains y verront des images, des allégories chrétiennes, catholiques, religieuses. Ce n'est pas du tout l'objet. Moi-même, je n'appartiens à rien. En revanche, quand on réfléchit à la spiritualité, qui est pour moi largement œcuménique, eh bien, on doit admettre qu'on est dans des étapes de transition permanentes où nous avons pour but unique et ultime de faire évoluer notre conscience le plus loin possible, aussi longtemps que notre corps physique nous permet de rester sur cette terre. Et j'aimerais prendre le temps de détailler ce que c'est que de prendre soin. Et je prends souvent cet exemple. Je cite souvent l'exemple de cette personne. Et plusieurs fois, j'ai eu en consultation une personne qui était conseillère à Pôle emploi. Conseiller à Pôle emploi. Et un jour, cette personne, au moment de partir en retraite, m'a dit je peux me targuer de n'avoir jamais supprimé les droits de qui que ce soit. Et je cite souvent cet exemple en conférence. Je dis ça, c'est être thérapeute. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image du soignant à l'hôpital, derrière son bureau, qui conseille. Or, chaque personne qui est dans son axe de vie relié à sa spiritualité la plus profonde est fondamentalement et obligatoirement soignant. C'est-à-dire s'il est dans son axe de vie, qu'il fait rayonner dans son axe de vie ce qu'il y a de plus beau et de ce qu'il y a de plus pur en lui, il participe à soigner l'autre, à l'aider à grandir et à se développer. Et donc, c'est pour ça qu'au début du film, ça s'ouvre à tous ceux qui prennent soin, c'est-à-dire nous tous. Si on commence à avoir une attention délicate sur qui on est et ensuite sur ce qu'on peut transmettre et laisser comme trace chez l'autre, nous sommes soignants. Nous apportons du soin. On peut être garagiste, on peut être n'importe quoi, conseiller immobilier, que sais-je, si on arrive à trouver l'appartement juste à une personne qui lui permettra d'être bien. Si on arrive à être un VRP attentif aux besoins de l'autre et lui conseiller ce qu'il lui faut, et on est soignant. Et il ne faut pas se mettre de limites. Et je pense que si ce sont des gens en rupture, les soignants suspendus, ils ont dit mes valeurs plus fort que tout, plus fort que l'argent, plus fort que la considération sociale,
plus fort que la considération de ce qu'on pourrait me dire, les injonctions qu'on pourrait me faire d'être égoïste, d'être dangereux ou quoi que ce soit. Je choisis, comme la personne a dit sur la première intervention, elle a choisi d'arrêter. Mais en définitive, on ne choisit pas d'arrêter, on choisit d'aller encore plus avant vers ce que notre mission d'âme nous intime d'être. Et que heureusement qu'il y a eu cette crise pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on s'installait dans le confort, et qu'elle vient nous chahuter extrêmement bénéfiquement, même si c'est douloureux, violent. Nous étions dans un monde profondément injuste. Nous étions dans un monde profondément injuste. À tout point de vue, eh bien, c'est l'opportunité, un accélérateur. On va condenser les dizaines d'années qu'il nous aurait peut-être fallu pour constater le massacre et le désordre programmé, pour se remettre dans un axe de vie, parce que là, on est tellement ébranlé. Alors, il y en a qui restent en état de sidération et qui se protègent, et c'est peut-être bien pour eux. Et il y en a d'autres qui ont bu un petit peu de poison tous les jours pour accepter la ciguë qui nous est proposée. Eh bien, il y a des personnes, et c'est dramatique, comme je l'ai dit, qui se suicident, et il y en a d'autres que ça renforce, et que ça valorise, que ça héroïse, et qui peuvent se permettre de tellement rayonner qu'ils vont soigner l'autre et sortir l'autre de sa torpeur et faire en sorte que cette crise, ça soit une opportunité de manifestation positive individuelle et quelque part de soins et de régénération collective. C'est un début aussi. Merci Fabien. Que dire après tout ça? Aurélie, peut-être? Moi, je voudrais juste dire que dans le code de déontologie de beaucoup de soignants, on a la prudence et on ne doit pas faire la publicité d'un produit qui n'a pas été suffisamment éprouvé. Donc on a juste respecté le code de déontologie, en fait. On l'a respecté. Voilà. Louis Fouché était en début de semaine à... On est quel jour? Non, la semaine dernière, début de semaine dernière à Namur, auprès de Kairos, et il a relu son serment d'Hippocrate. Je vous invite à regarder, vous trouverez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous regardez. C'est assez intéressant à entendre. Vraiment, comment résonne. Là, tout à l'heure, il y a eu les raisons du SLS qui ont été lues, qui sont plus humaines que techniques pour un soignant. Eh bien, Hippocrate, c'est surtout ça, c'est beaucoup de... Parce que être soignant, c'est aussi être philosophe. Je pense que l'adhésion que remporte Louis auprès de lui, c'est parce qu'il arrive à faire la synthèse de ce que chacun attend de son soignant, quelque chose de très antique, quelque part. C'est qu'il a étudié la philosophie, il a étudié l'éthique, il a une ouverture vers les autres pratiques, et c'est ce qu'on retrouve quelque part dans le serment d'Hippocrate. Et je vous l'invite à l'écouter plutôt qu'à le lire, parce que c'est bon, il y a moins d'âme forcément, mais à la lueur de sa suspension, ça prend une autre résonance. Ça aurait pu être intéressant, même si peut-être un petit peu institutionnel et froid, encore que, mais de placer le serment d'Hippocrate à un endroit. Mais en même temps, c'est dit par Éric Loridan, quand il s'adresse directement à ses collègues soignants, relisez votre serment d'Hippocrate, c'est inadmissible. Et je pense que là, on est sur quelque chose de cette nature-là. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai prêté serment, et où est-ce que je me suis perdu dans cette trajectoire de vie? C'est intéressant de se dire des choses qui devraient être immuables, et ben on arrive à les changer en quelques mois. On est là pour ça. Sinon, moi j'ai une question. Quel espoir de diffusion assez large, suffisamment large, plus large, de ce film? Magnifique question. Eh ben, je vous invite ce soir, parce que le film est en participation libre et consciente, c'est-à-dire ça fait partie du projet, ce mode de diffusion-là. Et donc, si vous pouvez l'envoyer à vos proches, donc vous allez sur exuvie.fr, le nom de ma maison d'édition, il y a une page, directement sur la page d'accueil, vous verrez, visionner le film, tac, et on arrive, et on lance le player Vimeo, ça se lance, ça prend 2 clics. Et faites ça. Les gens qui sont autour de vous, c'est un documentaire qui demande à être vu.
J'espère que vous avez vu qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de violence derrière, donc ça peut se communiquer autour de nous. C'est fait pour ça. C'est fait pour que des gens qui, théoriquement, ne devraient ou ne pourraient pas être touchés par le message puissent le voir parce qu'ils ne se sentent pas agressés. Il y a beaucoup de lieux qui refusent de le programmer en disant oh, c'est un film anti-vax. Mais moi, je m'en fous du vaccin. Ça n'a rien à voir avec ça. Chaque personne fait ce qu'il veut de son corps. C'est quelque chose, comme tu le dis, on est sur le droit humain de disposer de son corps et de ne plus avoir de droit dans la société, d'être un sous-citoyen. C'est ça que ça raconte. Et ça raconte aussi l'opportunité de faire société ensemble autrement. C'est ça l'intention du film. Donc, toute personne qui pourrait vous sembler intéressée à regarder ce documentaire, faites-le, ça m'aiderait beaucoup, parce que évidemment, vous doutez bien qu'il y a de la difficulté. Là, j'ai mis un extrait, j'ai filmé tout à l'heure, j'ai mis un extrait sur Instagram. Il y a une personne qui m'écrit en me disant comment ça se fait qu'il y a marqué attention, information sur le Covid, veuillez... Enfin, on ne peut plus rien faire sans être... on n'a même plus de droit de donner un point de vue artistique. C'est même plus possible. Donc bref, donc voilà, si vous voulez aider le film, bien sûr, ce moyen-là de le faire diffuser, de le relayer par mail, de le poster sur vos réseaux et de peut-être dire, voilà, c'est un film qui est exuvie.fr, exuvie.fr, et sur la page d'accueil, tu verras visionner le documentaire. Tac, tu cliques dessus. Dans la barre d'adresse, tu fais copier-coller et tu inondes chaque humain autour de toi. Le producteur, en fait, sous la vidéo, il y a des liens pour participer en financement, donc en participation libre et consciente, soit sur Hello Asso, parce que donc en fait, l'association... oh là là, Robin, applaudissements pour Robin, là, incroyable. Donc, ma tête d'ahuri ici, vous cliquez dessus entre les deux yeux, voilà, vous me faites loucher, vous cliquez dessus, et voilà, la technologie, hein, vivement ça. Donc voilà, et là, vous pouvez le lancer, vous avez juste à cliquer ces lectures, et c'est parti, et on est reparti, allez, pour 1h30, allez. Et puis, je vais faire une version... du DVD bonus avec des extraits, parce que j'ai filmé 7 heures d'interview, que j'ai condensé en 1h30, et donc je vais mettre ça dedans. Et je voudrais en profiter, vu qu'on est là, s'il te plaît Robin, est-ce que tu pourrais cliquer sur la petite jaquette? Ah, elle n'est pas cliquable, bon, c'est un bug, c'est pas grave. Voilà, juste pour parler de l'affiche, donc c'est Marion Gou de Dole qui l'a faite, et ça a été beaucoup de travail. Donc on voit un hôpital en effondrement, il y a marqué urgence qui s'efface. Et c'est cette main-là. Ouais, merci, super. Bon, évidemment, il y a le lien avec Michel-Ange, mais plus que ça, c'est le soignant qui est à gauche, celui qui est libéré de la blouse, comme dans le documentaire à un moment donné. Et là, dans cet interstice, on ne sait pas quelle main lâche et quelle main appelle. Quelle main est abandonnée et quelle main invite. Et je pense qu'on est là. On est là actuellement. Voilà une qui donne et qui reçoit. Et c'est ces deux mondes-là, un qui s'efface et l'autre qui a à construire. Voilà, là, j'aimerais que chacun y mette ce qu'il veut et qu'il mette dans sa main ce qu'il veut construire. C'est ça qui me semble le plus important, et qu'il n'y a aucune espèce de solution dans le dissensus, et que forcément, chaque personne qui observe un enfant a envie qu'il y ait quelque chose de beau pour lui. Donc voilà, c'est aussi pour ça que sur la dernière phrase du générique est pour mon fils. Quand on n'a plus d'énergie, des fois, on peut aller le chercher dans la génération à venir. Et ça nous remobilise. Merci Robin, du coup. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, si tu veux financer sans passer par Internet, à part venir glisser une obole dans la popoche, voilà, ça peut être ça. La boîte, elle est passée où? Ah oui, vous pouvez envoyer un chèque. Vous pouvez écrire à contact@exuvie.fr et je vous donnerai des infos. Vous n'êtes pas obligé, en effet, de passer par la voie numérique. Merci.
Alors je signalerai quand même qu'il y a toujours la boîte, où effectivement, comme je l'avais dit, ce sera distribué séparé entre Fabien et les soignants. Merci à vous. Et la question, oui, j'habite dans le Jura, j'habite entre Pem et Dole à peu près. Voilà. Et j'ai habité, je venais régulièrement à Dijon, car la maman de mon fils était de Dijon. Est-ce qu'il y a des questions, des partages, des témoignages encore? Ça sera avec joie. Ah, il y a une dame et deux. Michel, juste devant. Je vais essayer de me rapprocher. Une dame à la magnifique chevelure. Oui, moi je voulais juste dire que tout ce qui nous lie, on n'a pas parlé, mais c'est l'amour et l'humanité. Et justement, si on a tenu, c'est parce qu'on a notre humanité qui est présente et qui ne s'est pas laissée déborder par la technicité, par tout l'entourage. Et je pense que c'est ça qui nous sauvera, c'est d'être unis et d'être dans la bienveillance, l'amour et l'humanité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, merci, pas de micro. D'abord, je tiens à vous remercier de documentaire que je trouve très touchant. Mais je me sens un peu surpris de la tristesse de nos concitoyens qui ont pu justement vivre une telle situation comme ça alors qu'elle est purement d'ordre politique. Et moi, je ne comprends pas, c'est que malgré toutes ces difficultés et déchirures que les soignants ont rencontrées, nous avons encore reconduit le même gouvernement. Et ça, il y a quelque chose qui me chagrine, je ne comprends pas le raisonnement. Et deux, je voulais savoir, lorsque vous avez réalisé ce documentaire, est-ce que vous avez rencontré des obstacles par les autorités locales comme les hôpitaux ou les établissements privés pour pouvoir vous dire tout simplement, à partir du moment que vous n'êtes pas vacciné, vous devriez justement partir? Disons que dans mon activité quotidienne, je parle beaucoup de santé alternative, de jeûne. Donc, je suis habitué à faire du slalom par la force des choses. Parce que bien avant cela, vous tapez mon nom, si vous tapez mon nom sur Twitter, vous verrez que je suis un extrémiste antisémite racialiste. Si vous tapez sur Google, vous verrez que je suis un charlatan et un gourou sans scrupules. Donc j'espère que je suis conforme à cette image-là à vos yeux ce soir et que je ne déçois pas. Donc le documentaire a été tourné dans un hôpital désaffecté où nous sommes rentrés par la grille en l'ouvrant, en prenant soin d'éviter les patrouilles de police qui passaient devant. Les gens qui peuvent jeter l'opprobre sur ma personne ou mes projets font ce qu'ils ont à faire. Et je décide de faire ce que j'ai à faire aussi, avec ou sans consentement. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le numéro de visa au CNC. Donc je suis institutionnellement reconnu pour pouvoir projeter ce documentaire dans les salles obscures. Et bien sûr, c'est évidemment très dur d'y aller parce que on va vous dire cela ne correspond pas à la ligne culturelle de blablabla. C'est pas grave. C'est-à-dire que cette période nous pousse à être créatifs. Donc oui, c'est compliqué. Mais les embûches viennent de toutes parts. Elles viennent de l'institution, mais pas que. Parce qu'il ne faut pas voir d'un côté les gentils alternatifs, etc. Il y a autant d'ego, d'orgueil, de manipulation, de fourberie, de vice et de perversion d'un côté comme de l'autre. C'est un problème humain. Ce n'est pas l'objet pour en parler, mais je pourrais en parler.
De la même façon j'ai plus d'amis médecins que naturopathes, mais depuis bien des années, et la crise me confirme ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a des postures faciles. Donc, je choisis de ne pas aller vers la difficulté, mais d'aller où c'est fluide et où ça glisse. Et des fois, c'est des chemins de traverse un peu biscornus, un peu tordus, d'où le fait que maintenant, je produise mes documentaires, je les fasse en participation libre, ce qui évite mais bien des tracas. Et c'est très bien. Pour en revenir, une possible illustration ou explication qui ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est-à-dire ma parole du moment, et avec un prisme de lecture limité, sur comment, pourquoi réduit-on, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris, mais il faut être con, il faut être absurde. Non, il faut être violenté, c'est tout. Il faut juste être dans la terreur et dans la violence, et en fait, avoir comme réflexe de protection de s'emmurer. Louis en parle souvent, j'en parle souvent. Le vrai soin commencera quand la majorité de la population se rendra compte dans le climat horrible dans lequel elle évolue. Et c'est là où on devra commencer à prendre soin de l'autre. Ça ne sera pas le moment de dire « Ah, il fallait réfléchir avant, d'être mesquin, d'être vengeur ». Non, les personnes, je vous ai dit tout à l'heure, ma position là-dessus, c'est les personnes qui arrivent à s'extraire du dogme et avoir les épaules suffisamment larges pour subir les attaques familiales, au travail ou médiatiques, se sont habitués petit à petit avec les années à voir l'obscurité dans laquelle on pouvait évoluer. Imaginez que vous ayez fermé les yeux longuement. Ça arrive, simplement la nuit. Si on ouvre d'un grand coup les rideaux, ça aveugle. Donc le problème, ce n'est pas la source lumineuse, c'est l'incapacité d'y faire face parce qu'on est resté trop longtemps dans l'obscurité. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit des gens lumineux ou qu'ils avons plus de capacité que les autres à discerner la lumière. Il faut rester humble. Mais si on fait ce travail d'information petit à petit, on se rend bien compte qu'il y a une énorme corruption. On se rend bien compte qu'on se dit, tiens, je vais regarder l'affaire Cahuzac. Elle a pété il y a combien de temps? Il y a 5-6 ans, plus 7 ans, 8 ans. Si on se dit, tiens, qui alimentait le compte en Suisse de Cahuzac il y a 10-15 ans? Pfizer. C'était écrit dans les journaux. C'est bien là le problème. Si on se rendait compte qu'on dit, tiens, l'évasion fiscale en France, c'est 40 milliards de dollars. 40 milliards. Si on se rend compte que il y en a ici, je suis sûr que plusieurs personnes dans la salle ont plus de patrimoine déclaré que notre cher président. 500 000 euros. Une baraque en banlieue de Dijon, c'est bien ça. C'est bien 500 000 balles. Non? Ça va vite à 500 000 euros. Une belle voiture, et puis il y en a beaucoup, des cadres qui ont des patrimoines de plus de 500 000 euros. Et un mec qui est banquier Rothschild, il n'est pas capable d'avoir un patrimoine de 500 000 euros à la tête d'Anita, soit c'est un incapable, il faut le dégager parce qu'il n'est pas capable, soit il y a un énorme vice derrière. Donc je veux dire, tout est étalé, mais si on ne veut pas le voir, c'est trop violent si on nous présente tout d'un coup. Donc les gens ne sont pas bêtes, les gens sont traumatisés, si on doit répondre. Et je pense que c'est ça. Et donc ce film est irrecevable pour beaucoup de personnes parce qu'il est violent au niveau de ses informations, mais surtout violent émotionnellement. Et donc, du coup, on n'est plus, ce qu'on disait, on n'est plus dans l'élément de langage, on n'est plus dans la raison. Là, on est dans l'émotionnel pur, qui fait que quand je suis traumatisé, même si le mec en face, il est tordu, s'il me dit « je vais te protéger », je vais avoir une tendance naturelle à le croire parce que, en fait, j'ai plus de motif de recours positif dans ma vie. D'où le fait d'être un maximum en lien et d'apporter de l'assistance à l'autre à la mesure de ce qu'on peut. Voilà, c'était une petite aparté. Mais ça me semble utile, ça ne sert à rien d'invectiver, de chamailler, c'est stérile. La personne, elle est juste en violence. C'est comme de dire, t'es bête, t'as subi une agression et t'as pas porté plainte. On entend souvent, mais dire, non, elle n'est pas bête, elle est traumatisée. Elle est encore dans un climat de violence intérieure et ça va demander du temps. Et ça va demander vraiment de l'humain. Oui, il y a de la souffrance. Oui, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là pour prendre soin. Et que justement, on ne peut pas se permettre de rajouter de la violence sur la violence. Parce que c'est le carnage. On a trop d'exemples autour de nous,
de nombreux pays pour se rendre compte que ça n'a jamais amené une solution, quoi que ce soit. C'est la solidarité et, comme tu disais, l'amour et l'humanité. Il y avait... Non, il n'y avait pas une autre question, une personne dans ce coin-là. On va mettre la pression de ce côté-là. Il y a plus de questions de ce côté-là que de ce côté-là, quand même. Hein. S'il vous plaît. Ah, attendez. Attends, Fabien. Ah, du jeûne. Plus tard. Oui. Le jeûne, c'est magnifique. J'ai 70 vidéos gratuites sur la chaîne YouTube Fabien Moigny Exuvie TV. Vous cliquerez de manière opportuniste sur celle que vous voulez, c'est gratuit. Et sinon, il y a un magnifique documentaire qui s'appelle Le jeûne à la croisée des chemins, du non moins magnifique Fabien Moine, que vous ne pouvez plus trouver parce que le lien est pété, mais que par contre vous avez en participation libre et consciente en DVD. Voilà. Je t'ai fait un package. Mais va sur YouTube et regarde les vidéos que j'ai faites, il y a une quarantaine d'heures. Parce que sinon, c'est... Mais on reviendra, on fait peut-être une conférence sur le jeûne ou une projection, on reviendra, il y a plein de choses à faire. Donc, j'avais une petite question, enfin tout simplement par rapport au film, au metteur en scène, cinéaste. Je m'interrogeais sur l'idée de départ où entre les scènes, les témoignages, les scènes de danse. En fait, le pourquoi, comment est née ces scènes de danse particulières dans un décor particulier. Alors, merci de ta question, parce que c'est vrai que c'est un parti pris qui n'est pas anodin. Alors, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire le propos est quand même s'il est inspirant, il est quand même lourd, il est dense, il est émotionnellement remuant. C'est pas facile, on se rebouffe encore 1h30, alors ça fait 2 ans qu'on macère dedans. Donc, je voulais mettre du beau, pour montrer qu'avec l'art, on peut transcender, transmuter, transfigurer tout ça. Et donc, j'ai demandé à une amie, Cécile Petit, à gauche, de composer une musique. Je suis un grand fan de musique, j'adore sa musique, je suis fan absolu de sa musique. Et donc, je lui ai demandé de composer. Elle a composé quelque chose qui est venu très simple, donc un thème, plus 4 variations. Et puis, une fois qu'elle était OK pour composer la musique, j'ai contacté une autre amie, Aurore Borgo, qui est danseuse et chorégraphe. Et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais incarner la musique dans le documentaire et incarner le propos Elle m'a dit oui, bien sûr, parce qu'elle est très engagée dans cette cause-là. Et l'idée, c'était qu'elle improvise des danses sur l'intention que je mettais dedans. Et il y a aussi cette métaphore de ce que Louis utilise beaucoup, danser avec la crise, ou danser avec l'ennemi. Et c'était ça, en fait. Et là, l'idée, pour moi, c'était dans un hôpital désaffecté qui est en train d'être démoli, donc c'est le système de soins tel qu'il est à l'heure actuelle, en effondrement total, l'infirmière qui est enfermée dans sa blouse, cachée sous son masque, sous sa charlotte, qu'on ne voit plus, qui est dans des coins serrés, elle va quand même danser avec tout ça. Elle va quand même transformer tout ça, et c'est un pied de nez ou un bras d'honneur, comme on veut, et puis de dire, j'emporte tout ça, et à la fin, ça me permet de dire ce que je ne peux pas dire en voix off, et ce que je n'ai pas envie de faire lourdement dire au montage par les intervenants. Par exemple, quand elle enlève son masque, sa blouse dehors, et que la première fois elle sort de l'hôpital, et qu'on la voit rayonnante, et c'est des arabesques musicales de Cécile, on comprend ce que ça veut dire. Ça résume en 40 secondes ce que d'autres auraient pu verbaliser. Et là, en fait, j'espère qu'on le sent. Et pareil, quand sur la voix off de Louis, à la fin, qui était dès l'instant qu'il dans l'interview, il l'a dit ça, je me suis dit, ça y est, j'ai la fin de mon documentaire. Et par la grâce de la technologie, la caméra s'est arrêtée. Donc je me retrouvais comme un con avec le meilleur moment documentaire, sans les images, juste avec le son. Eh ben, on rebondit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on chouine, on se plaint, puis on se dit et puis je suis qu'une pauvre victime, ou alors on crée. Eh ben, la danse m'a permis de mettre plein de choses que je ne pouvais pas mettre dedans, et de mettre du beau, de l'inspirant, des respirations. Et puis, et voilà, et je suis très content parce qu'il y a des infirmières qui sont venues dire à Aurore, je me suis vu dans vos danses. Et moi, alors il y en a qui ne s'appelaient pas, il y en a qui me l'ont dit. Mais c'est pas grave, c'est une proposition, c'est un parti pris, mais ça aère, ça inspire,
et ça raconte quelque chose qui peut-être en mots serait trop lourd et grossier à exprimer. Et ça donne beaucoup d'espérance. J'aimerais, si vous le permettez, des applaudissements pour Cécile et Aurore. Voilà, parce que vraiment, vraiment...